Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors, bienvenue pour cette table ronde de l'après-midi. On a eu une magnifique question de transition vers la transition écologique après avoir vu les risques géopolitiques, là, essayer de sourire quand même, se dire qu'on a l'Ukraine et on aura peut-être Taïwan aussi, et qu'on ne l'avait pas vu venir. Mais alors aujourd'hui, maintenant, on va parler de transition, de risques climatiques et de risques sur l'énergie. Ça, on sait qu'on a un problème de transition écologique. Alors, à force de s'occuper des autres risques, on va peut-être négliger. Le risque est de négliger la gestion de ce risque. Mais notre table ronde, ça va être l'occasion un peu de regarder focaliser sur cet aspect en particulier. Alors, pour parler de cet aspect, avec moi, nous avons donc Laurent Clerc, qui dirige la direction de l'étude et de l'analyse des risques à la CPR, l'ex-direction des études, qui s'appelle la DEAR maintenant. La DEAR, je ne sais pas comment on dit, la DEAR. Catherine Soulard, qui préside le groupe de travail communication extra-financière de la commission comptabilité communication financière à l'Institut des actuaires, Philippe Talleux, qui est le président de l'Institut des actuaires, et Pierre Valade, qui préside la commission ERM de l'Institut des actuaires. Et donc, on a un petit peu moins d'une heure et demie maintenant, donc on va essayer de tenir sur notre horaire pour aller jusqu'à 4h15 pour répondre un peu à donc deux questions sur la gestion du risque climatique et du risque énergétique, donc de regarder un peu quelle gouvernance de ce risque. Dans un premier temps, un peu un regard sur qu'est-ce qu'on a fait et puis d'ouvrir des perspectives. Donc je vais commencer avec Laurent. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous parler un peu de la gouvernance qui est mise en place sur la gestion de ce risque pour les institutions financières? Merci pour votre invitation. Tout d'abord, peut-être un point, c'est de signaler que depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par la profession, la gestion du risque de changement climatique, on va dire, puisque ça implique à la fois gérer la transition et au sein du risque physique, du risque climatique, prendre en compte aussi l'augmentation du coût et de la fréquence des événements extrêmes. Donc c'est des choses qui sont un petit peu nouvelles. Alors nous, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est un point qui a été mis en avant aussi par Philippe dans son introduction générale sur les risques, c'est la notion de gouvernance des risques, c'est-à-dire le fait que le risque climatique, c'est un risque financier pour une institution ou un organisme d'assurance ou bancaire, et donc ça doit être géré au même titre que les autres risques financiers, donc intégré dans tout le processus de gestion, de gouvernance des risques. Alors, par gouvernance des risques, on entend plusieurs aspects. Le premier, c'est l'aspect qui est lié à la définition de la stratégie des établissements. Alors, souvent, la difficulté, c'est que les établissements ont des plans stratégiques qui portent sur le moyen terme. Quand on parle de moyen terme, c'est 3 à 5 ans. Ici, ce dont on parle, c'est des risques qui sont à long terme. Ça peut aller jusqu'à 50 ans, 70 ans, 100 ans. Néanmoins, les établissements et les organismes d'assurance prennent des engagements. On a beaucoup d'alliances là, qui se mettent en place sur des stratégies net zéro, des stratégies d'alignement sur l'accord de Paris, qui sont des stratégies qui portent à l'horizon de 2030, 2040, 2050. Donc la première question, c'est comment on articule un plan stratégique qui est défini à 3 à 5 ans avec des objectifs qui sont définis à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et dans cette définition, ce qui est important, c'est justement les jalons, les objectifs intermédiaires, les indicateurs qu'on va mettre en place pour assurer ces objectifs. Pour la société ou la compagnie d'assurance, ça veut dire aussi comment est-ce qu'on va gérer le dialogue avec les contreparties. Donc, est-ce qu'on va mettre en place un plan de suivi, d'accompagnement de la clientèle? Est-ce qu'on va s'engager avec les contreparties vers le changement climatique? Ou au contraire, est-ce qu'on va se dégager et donc sortir de ces engagements? Et puis, un des points qui est important, c'est aussi saisir les opportunités
Et donc, c'est dans le contexte de la stratégie, quels sont les produits ou les nouveaux services d'assurance qu'on va devoir ou pouvoir proposer à la clientèle. Le deuxième aspect, c'est l'organisation interne. Donc là, j'insiste pas, ça porte surtout sur le fait d'identifier au sein des boards ou des directoires des personnes qui, au même titre que les autres risques financiers, vont avoir la responsabilité du risque climatique. Un des points importants, c'est, et je pense que c'est le point aussi que faisait Philippe sur la personne qui est à l'accueil sur les risques, c'est comment est-ce qu'on va former aussi ses collaborateurs au risque climatique. Alors, en plus, dans le domaine de l'assurance, il y a toute une problématique de la vente. Il y a toute une problématique aussi des incitations qui sont données, par exemple aux courtiers ou aux personnes qui vont vendre les produits. Donc, c'est de s'assurer aussi que ces problématiques ou la définition des objectifs et des incitations, elle prend bien en compte les intérêts stratégiques et la dimension de lutte contre le risque climatique. Le troisième aspect, c'est la gestion du risque en tant que tel, donc la définition des données, des méthodologies. Donc là, ça pose des questions supplémentaires. On évoque souvent la difficulté d'avoir les données pertinentes pour mesurer le risque climatique, alors déjà auprès des entreprises. Mais ce que ça va poser comme question supplémentaire, c'est la granularité des informations dont on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des informations sectorielles beaucoup plus précises, la localisation des activités qu'on va assurer ou la localisation aussi des actifs. Donc ça veut dire intégrer dans les systèmes d'information des données qui sont aujourd'hui pas forcément présentes et qui ne permettent pas forcément d'assurer une gestion fine du risque climatique. Je vais donner un exemple. On parlera tout à l'heure des exercices de stress test, mais quand on a essayé d'interroger les assureurs sur des risques climatiques, certains nous disaient je suis exposé aux États-Unis. Mais il n'y avait pas de précision supplémentaire sur quelle partie des États-Unis portaient les portefeuilles d'exposition. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc il y a tout cet aspect qui est important. Et dans les nouvelles réglementations, dans les méthodologies, il y a des enjeux qui sont aussi considérables, puisque dans les nouveaux textes européens notamment, on va demander non seulement aux assureurs de mesurer l'impact du risque climatique sur leur activité, sur leur bilan, mais aussi de mesurer l'impact de l'activité de l'assureur sur l'environnement, sur le climat, la biodiversité. Donc ça veut dire aussi développer des nouvelles méthodologies d'analyse des risques et des nouvelles données. Et puis le dernier aspect qui est important, c'est la publication d'informations sur le risque climatique, la mobilisation d'un certain nombre d'indicateurs ESG, donc environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui sont de plus en plus utilisés avec, là encore, des exigences qui sont de plus en plus lourdes. Donc en France, par exemple, on a la mise en œuvre de l'article 29 qui remplace l'article 173. Donc l'article 29, c'est des obligations supplémentaires de publication d'informations sur les risques, en particulier climatiques. Et là, on va retrouver ces sujets de gouvernance, de rémunération, de scénarios, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre des scénarios de risque dans la gestion des risques. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui font partie de ce cadre nouveau de gouvernance du risque que la CPR et puis la profession essaye de développer. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Merci Laurent. Et puis je crois que la CPR a fait une publication sur ce voilà, sujet. Donc il y a eu un groupe de travail qui a été mené avec l'industrie, avec une publication d'un guide des bonnes pratiques qui a été publié en début d'année 2022. Et on a fait un travail similaire avec les banques, donc le guide ayant été publié un an auparavant. Voilà, donc on vous invite à vous référer à ce guide qui est sorti. Appliquer. Et l'appliquer. Alors Philippe, quelle est la mobilisation de l'Institut des actuaires face à ces risques, le risque climat et la question aussi, le risque énergétique? Alors, ce qui est intéressant quand on est quand on est au conseil d'administration, donc on est 3 à être au conseil, mais et que l'on regarde l'institut, on voit que le foisonnement vient de ses membres, et donc toute la richesse vient des différentes commissions et groupes de travail.
Et les premiers éléments les premiers endroits où ont été traités le risque climatique, c'est au minimum 8 commissions, donc j'espère pas en oublier. Il n'y a que 13 commissions techniques à l'Institut. Ça va de l'ERM à la finance, en passant par la communication extra-financière, et l'innovation, pour pas les citer. Et toutes ces commissions sont mobilisées avec au minimum un groupe de travail à l'intérieur. Ce qui amène une mobilisation forte de ces membres, parce que c'est les membres qui amènent les sujets des différents groupes de travail, des différents GT, jusqu'au moment où elles sont validées par les dites commissions. Dire que l'Institut ait attaqué ça de façon désorganisée, ça serait absolument incorrect, parce que chacun de ces groupes de travail est resté dans la structure de la mission de ces commissions. Une fois que cet état a été fait, sous l'inspiration d'un certain nombre, donc Catherine qui est à côté de moi, membre du conseil d'administration, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une étape supérieure à franchir? Une étape supérieure à franchir, ça veut dire, l'Institut a une mobilisation de ses membres, mais pour le moment, sur sa première page de site, vous y trouverez que dans la partie publication des sujets sur ce domaine. Il y a une deuxième constatation à faire avant de venir sur les points futurs qu'on évoquera plus tard. C'est que quand on est en plein audit de nos différentes filières, et quand on regarde les premiers éléments qui remontent des filières, tout ce qui est sustainability, réchauffement climatique et autres, est intégré dans le circuit des formations, alors que ça ne fait pas partie, n'est pas une partie forte du corps syllabus. CatNat, il peut y être, mais la formation spécifique permettant un niveau d'appréhension supérieur des sujets, pour essayer de répondre, ça permettra de répondre aux demandes de Laurent pour ceux qui sont dans les différentes compagnies, mais aussi pour l'effort commun et l'effort culturel de sensibilisation qu'on doit faire, ont été déjà pris en compte par bon nombre de filières. Donc la question aujourd'hui sur ce point est la généralisation. Et le troisième point que je voudrais mentionner, c'est que l'unique séminaire en présentiel que le CA a tenu était sur ce sujet. Parce que derrière, il y a un effet de rattrapage, de mise à niveau de l'ensemble des membres, de manière à ce que l'action puisse être portée de façon uniforme et concrète par l'intégralité des membres du Conseil, en accompagnement de tous les différents membres qui constituent donc la richesse de l'Institut. Et dans ce sujet, il y a une première étape qui a été celle de former, et après un certain nombre de mesures vont être mises en place à titre concret pendant les différents mois qui vont venir. Je pense que sur ce point, je peux passer la parole à mes amis et à toi et te la rendre, Sandrine. Merci. Donc merci Philippe pour cet éclairage, c'est le cadrage là, sur comment s'inscrit de manière globale l'action de l'Institut. Hein. Et puis c'est vrai que tu parles des filières. Alors les filières, ça va former plutôt des jeunes, hein, même s'il y a des filières qui sont en formation continue. Je crois que le sujet de la formation, la question de la transition écologique, elle a été remise là, sur le débat. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est notre ami Jean Covici qui intervient parfois ici à l'Institut, qui a suggéré que les ministres fassent tous une formation à la transition écologique. Donc la fresque du climat pour tous les ministres, nous on l'a fait effectivement au conseil d'administration. On postule pas au poste de ministre, hein, je précise. Et donc la formation, c'est un aspect clé. Enfin, la prise de conscience au niveau individuel, au niveau de l'institution, ce que disait Laurent, et puis au niveau des équipes. Alors maintenant, Catherine, du coup, explique-nous, raconte-nous ce que vous faites au sein du groupe de travail sur la communication extra-financière. Oui, avec plaisir. Donc, comme l'expliquait Philippe, en fait, on a déjà un certain nombre de commissions, de groupes de travail qui réfléchissaient et qui avaient déjà conduit un certain nombre d'études sur ces sujets.
Donc pourquoi créer un autre groupe de travail? Donc première question, je vais tenter d'essayer de vous éclairer sur ce sujet, et puis je vais déjà commencer par briser peut-être l'idée que vous pouvez avoir de ce groupe de travail, parce que finalement il porte assez mal son nom. J'étais groupe de travail communication extra-financière. Alors je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, sa genèse remonte à peu près 18 mois, il n'a pas encore soufflé sa deuxième bougie, donc il est quand même encore assez jeune, mais il travaille et il progresse assez vite. Alors, il a été créé sous l'impulsion en fait, de la commission comptabilité. Et son objectif prioritaire au départ, c'était de commencer à travailler dans la perspective de la mise en place et de la révision des reportings en matière de sujets et de données, d'informations extra-financières. Donc, vous comprenez tout à fait la logique et le rattachement de ce groupe de travail à la commission comptabilité. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis quand on s'est mis autour de la table avec les différents participants, donc déjà je remercie ceux qui sont présents dans la salle, qui sont quelques-uns, on a réfléchi à la feuille de route, qu'est-ce qu'on allait mettre dans ce groupe de travail. Et finalement, on s'est rendu compte assez vite que l'ensemble des sujets en matière de durabilité, même si on ne les appelait pas comme ça tout à fait il y a 18 mois, étaient en fait assez larges. Et donc on a constitué 4 ateliers au sein du groupe de travail. Un atelier actif, un atelier gestion des risques, un 3e atelier produit et un 4e et dernier atelier RSE et reporting extra-financier. Donc finalement, vous pouvez vous rendre compte via la réalisation et la création de ces 4 ateliers qu'on va couvrir des sujets assez transverses. Alors pour autant, effectivement, on est assez vigilant à ne pas essayer de refaire des travaux en doublon avec d'autres commissions, et on travaille d'ailleurs assez largement et assez souvent en fort lien avec le groupe de travail Orsa Climatique. Et donc les travaux qui sont menés aussi avec Pierre, dont il parlera après. Et on a d'ailleurs à cet effet-là un intervenant qui fait justement la jointure et la passerelle entre ces 2 grandes commissions. Mais effectivement, c'est important qu'on cible bien et qu'on identifie bien les travaux. Alors, je vais peut-être faire un petit focus assez rapide sur les travaux qu'on a conduits au cours de ces 18 derniers mois, mais je vais essayer d'être assez synthétique. Alors, c'est vrai que sur l'atelier actif, on n'a pas eu de quoi chômer, puisque vous l'avez probablement constaté par vous-même. On a quand même une effervescence de textes en matière de finances durables, et on a passé quand même beaucoup de temps à travailler, à essayer de comprendre, d'analyser, de faire aussi des propositions critiques quand c'était possible sur les textes relatifs à la SFDR, à la taxonomie, à l'article 29. Dont parlait Laurent tout à l'heure. D'ailleurs, à ce sujet, effectivement, l'article 29 étant quand même un texte assez structurant, via l'Institut, nous avons effectivement contribué à la réponse à la consultation organisée par le Trésor. Donc ça, c'était en amont en fait de la sortie du décret d'application, puisqu'on avait un certain nombre de questions qui se posaient, puisque comme l'a présenté Laurent, le périmètre de l'article 29 est vraiment assez large. On va parler à la fois de la démarche générale de l'entreprise en matière d'intégration des critères ESG, mais ça va bien au-delà avec des positionnements en matière d'explication sur la stratégie d'alignement par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, des objectifs aussi à clarifier en matière de stratégie biodiversité. Et puis, c'est pas fini. En termes de stratégie, on attend aussi des explications, des informations en termes de transparence sur l'engagement pris vis-à-vis des émetteurs ou des sociétés de gestion. Et puis, ce n'est pas encore terminé, puisqu'en matière de gouvernance aussi, on s'est posé les premières questions sur les connaissances, les compétences, l'expérience des instances de gouvernance. Et ça va aussi jusqu'à la politique de rémunération. Donc je ne vais pas forcément dresser l'ensemble des questions qu'on avait à l'époque adressées au Trésor, mais effectivement, c'était vraiment pour marquer l'intérêt fort de l'Institut sur ce sujet et de commencer aussi à apporter des propositions. Donc ça, c'était sur la partie finance durable. Sur la partie produit, là, c'était un petit peu différent. On a essayé de dresser une sorte de panorama des initiatives qui nous semblaient assez intéressantes en termes d'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans les produits. Alors, pas forcément uniquement sous l'approche assurantielle, mais aussi dans les services, dans la prévention qu'ils pouvaient apporter. Alors, on n'avait pas prétention à couvrir l'ensemble du périmètre, bien entendu. L'objectif, c'était vraiment d'identifier les drivers, les paramètres les plus importants qui commençaient à se détacher. Donc ça, c'était assez intéressant pour nous, surtout qu'en parallèle, au niveau de l'EIOPA, il y avait la production l'année dernière
d'un premier document qui devrait être a priori suivi courant 2022 sur la partie vie, mais l'année dernière sur la partie produit IARD, sur la notion de souscription impact, comment les assureurs peuvent accompagner, faciliter la transition via leurs services et leurs produits. Donc en fait, l'atelier a essayé de commencer à travailler sur ce sujet. Ensuite, sur la partie gestion des risques, alors bien entendu, on est revenu assez largement sur l'exercice pilote climat de la CPR, avec les questions, les difficultés aussi qui ont été rencontrées par les personnes qui ont pu travailler sur ce sujet. On a fait une revue assez large de l'ensemble des publications, qui sont un peu plus nombreuses chaque jour, sur les sujets de risque climatique, mais de durabilité aussi au sens large, que ce soit au niveau local, national, mais aussi au niveau de l'EIOPA et au niveau international avec les travaux et les publications de l'IIS ou du Sustainable Insurance Forum aussi également. Et enfin, alors non, je suis peut-être passée un peu trop vite sur les travaux sur l'ORSA, mais je pense qu'on en reparlera aussi, puisque peut-être que Pierre détaillera un peu plus que moi. Via l'Institut, effectivement, nous avons aussi participé à la réponse à la consultation de l'EIOPA sur l'intégration du risque climatique dans l'ORSA. Effectivement, on a un certain nombre de sujets qui se posent, que ce soit sur l'horizon de temps avec des doubles agendas à piloter, que ce soit l'horizon du business plan intégré dans l'ORSA, qui peut aussi se percuter ou se paralléliser avec l'horizon de temps de l'évolution des risques climatiques. Et puis on a aussi d'autres questions qui vont se poser sur l'analyse de la matérialité, qui va être à étudier au regard des scénarios qu'on va choisir, puisqu'en fonction du scénario qu'on va retenir, bien entendu que la vision, l'évaluation du risque qu'on va faire ne va pas forcément être la même au regard de l'horizon de temps aussi qu'on aura choisi de considérer. Donc, je laisserai Pierre revenir sur les scénarios. Et puis, enfin, le dernier atelier, RSE et reporting, donc j'ai déjà parlé tout à l'heure, on a déjà 1 millier de pages à étudier. Si on veut se pencher sur la vingtaine de normes, projets de normes produits par les FRAG, donc un appel à volontaires, toutes les bonnes volontés dans la salle peuvent nous rejoindre pour étudier ces documents qui sont par ailleurs extrêmement enrichissants. D'ailleurs, on a une consultation qui est ouverte aujourd'hui. Et puis en parallèle, on a aussi l'ISSB qui avance de son côté, avec une consultation publique sur 2 projets de normes. Mais on a aussi mené au sein de cet atelier un questionnaire actuariat et durabilité. Donc j'en parlerai peut-être principalement tout à l'heure sur la partie perspective, puisqu'effectivement il est assez riche d'enseignements sur les perspectives d'évolution et la vision des actuaires sur les risques de durabilité. Merci Catherine pour ce panorama sur l'ensemble des activités de ton groupe divers et sur un champ très, très large. Pierre, qu'est-ce que vous faites à la commission ERM sur ce sujet ? Bonjour. Donc, au niveau de la commission ERM, en fait, on n'a pas actuellement de groupe de travail actif qui produit des choses spécifiques sur le changement climatique et la transition climatique. Par contre, on est en positionnement de réactivité et de contribution au groupe de travail et travaux transverses orchestrés par les autres commissions, ou alors à contribuer dans les retours et les analyses des différents textes officiels, les consultations publiques des différentes instances, que ce soit l'EIOPA, l'IAIS, où à chaque fois, en fait, on essaye de produire des éléments de regard critique et constructif de la part de l'Institut. De manière plus générale, par contre, on a des échanges réguliers, récurrents, et plusieurs fois dans les différentes commissions qui se tiennent, sur le sujet du changement climatique. Principalement à l'aune toujours d'une logique qu'on pourrait dire ERM, parce que c'est quand même notre commission. Et donc en fait, on se questionne largement et régulièrement sur la pertinence et la construction, notamment de scénarios. Et donc pour partir de ce point-là, en fait, moi j'ai une logique, j'ai une manière de parler qui est plutôt analytique pour présenter nos réflexions. Donc en fait, on va partir de la définition de ce que c'est un risque au sens ERM. Et en fait, pour nous, c'est de l'incertitude sur un objectif. Et donc là, en fait, quand on construit un scénario, ça veut dire qu'on a 2 problèmes importants qui sont l'objectif et l'incertitude. Et donc, quand on regarde sur le changement climatique, le premier problème, ça va être c'est quoi l'objectif ? Parce que quand on regarde les différentes conférences internationales sur le changement climatique, le consensus se dessine de manière plus ou moins complexe sur un indicateur à 20, 30, 40, 50 ans de température moyenne qui s'additionne,
donc qui augmente. Et donc, à partir de là, en quoi est-ce que c'est un objectif sur lequel on peut réfléchir en termes de risque ? Ça pose des questions. Parce qu'en fait, par exemple, si on est à plus 2,5 degrés, ça veut dire quoi en France ? Ça veut dire quoi dans le monde ? Ça veut dire quoi ailleurs ? Et ça veut dire quoi sur 12 mois de l'année ou sur des périodes voilà. Et tout ça, c'est des sujets qui sont complexes sur appréhender. Quels sont les objectifs ? D'autant plus qu'il y a une réelle aussi incertitude sur l'engagement politique, sur est-ce que c'est des objectifs tangibles, réels, et sur lesquels il y a un engagement ferme des pouvoirs publics ou des acteurs privés pour arriver à tenir ça, ou est-ce que c'est des objectifs qui ne sont pas très tenables ou engageants, où les gens ne sont pas trop engagés dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi quand on voudra avoir de l'incertitude sur cet objectif. Alors, quand on est réduit à une métrique purement d'augmentation de la température, soit, mais ça veut dire quoi entre guillemets, sur plein d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'en fait, cette température moyenne, c'est quoi les corollaires que ça aura sur l'ensemble du monde qui nous entoure, au global. Et à ce moment-là, en général, par exemple, sur les phénomènes sanitaires, sur l'espérance de vie, sur l'environnement des catastrophes naturelles, sur la sphère économique diverses et variées. Et après ça, encore, comment ça va se traduire potentiellement pour les acteurs des institutions financières, voire des assureurs. Et donc, quand on construit des scénarios, en fait, ou quand on pense à construire des scénarios, il faut intégrer tout ça. Donc, pour l'instant, je dirais que par défaut, pour cette première partie d'intervention, je vais me limiter déjà à la construction des scénarios sur les phénomènes observables, pas forcément sur la traduction et les conséquences pour les acteurs assureurs et financiers. Le sujet, c'est qu'en fait, vu qu'on n'arrive pas forcément à dire de manière précise, ou en tout cas déterminée, en 2050, c'est quoi l'objectif qu'on pourrait avoir en termes de, je sais pas, de mesures sanitaires, d'espérance de vie de la population, on va plutôt se positionner sur une déviation par rapport à un équilibre actuel, qui en fait va être d'avoir un certain niveau de vie, une certaine espérance de vie, une certaine manière une certaine fonctionnement de la société, un certain équilibre des productions, et à partir de là, en fait, on va construire l'incertitude sur ça en disant, sur un horizon qui est à l'aune de ce qu'on anticipe sur le changement climatique, donc 30, 40, 50 ans, quelles sont les déviations qui peuvent être anticipables. Et donc, à partir de là, dans la construction de scénario, je ne parle pas encore même de probabilité ou quoi que ce soit, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut anticiper qui pourrait se passer. Et donc, pour traduire ça de manière avec des exemples un peu plus concrets, parce que là, je suis très théorique, ça va être, est-ce que, par exemple, sur les catastrophes naturelles, on va anticiper une augmentation de la fréquence et de l'amplitude, et ou de l'amplitude, sur l'aspect terre ayant culture, pour capacité à nourrir ces populations, qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'aspect pandémie et mesures d'espérance de vie diverses et variées, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de pollution, qu'est-ce que ça veut dire? Et toujours, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on va vouloir identifier des scénarios qui sont... là, j'ai un problème de trébucher sur les adjectifs, parce que c'est dur d'être très inattaquable, en tout cas d'être juste. C'est qu'en fait, il faut des scénarios qui soient crédibles et légitimes. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple de scénario qui directement est compliqué. Quand on prend la canicule de 2003, on observe en France qu'il y a eu une surmortalité avérée, significative et importante. Dans les années qui suivent, il y a eu d'autres canicules qui ont été plus chaudes et plus longues. Et pourtant, il n'y a pas eu d'ordre de grandeur sur une surmortalité équivalente. Qu'est-ce qui change entre les canicules ultérieures et celles de 2003? C'est qu'en fait, entre-temps, il y a eu, de manière très logique, un ajustement des politiques sanitaires et publiques, de rajouter, ils ont appelé les personnes âgées qui sont seules chez elles, s'assurer qu'elles s'hydratent, mettre en place des ventilateurs, etc., etc. Et tout ça, ça a un impact de premier ordre sur la mortalité générée par ce genre de phénomène. Ce que ça veut dire, c'est que si demain, on doit définir un scénario en se disant qu'il y a de la mortalité liée aux canicules qui va se matérialiser avec le changement climatique, parce que le chemin, il est simple, hein, la température moyenne augmente, donc il y a plus de canicules, donc il y a plus de vagues de mortalité. Ben en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas très crédible, parce que c'est des risques qui sont gérables en tant que tels par des mesures sanitaires. Et surtout, quand on fait des scénarios de déviation à 50 ans, on ne peut pas considérer que la société ne va pas s'adapter à un minimum. Donc, quand on construit un scénario, il faut se concentrer sur des phénomènes qui
sont à un certain niveau irréductibles par des actions de politique sanitaire habituelles. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà les considérations qu'on a quand on travaille sur des scénarios de changement climatique au sein de la Commission. Merci Pierre. Oui, ça me fait penser sur Solvabilité 2 où on avait pris le risque pandémique et effectivement on avait imaginé que le risque pandémique c'était de l'augmentation de la mortalité. Et de facto, on a eu ce qu'on appelle des management actions, ce qu'on appellerait des management actions dans Solvabilité 2, mais du coup, les pouvoirs publics et l'ensemble de la société a mis en œuvre des mesures pour éviter d'avoir cette augmentation de la mortalité. Et pour aller plus loin sur la mortalité et la pandémie, en fait, le Covid donne aussi des points très précis, très éclairants sur le phénomène. C'est qu'en fait, quand on prend la mortalité du Covid pendant les 6 premiers mois, c'est pas la même dans les mois 7 à 12 et dans les mois 13 à 36. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, rien que les mesures sanitaires, les protocoles de prise en charge des patients Covid dans les hôpitaux ont évolué par une montée en place, par une montée des connaissances, des pratiques, de quel protocole, quelle injection, quelle piqûre, quelle hormone on met à un patient qui est faiblement impacté, fortement impacté, en détresse respiratoire, etc. En fait, il y a des personnes qui ont été traitées au début, qui, si maintenant elles étaient encore là et elles étaient dans le même état, elles seraient traitées différemment. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la mortalité liée à ce phénomène, elle a complètement changé entre les premiers mois et maintenant. Et donc, en fait, c'est bien ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une adaptation des organisations. Donc, on essaie d'anticiper le risque et puis on le mesure et puis après on le gère. On essaye. Alors, sur le risque de transition climatique, c'est peut-être plus difficile. Laurent, à la CPR, vous avez mesuré le risque sur les énergies fossiles sur les institutions ? Oui, alors ce qu'on fait à la CPR, alors c'est à la suite il y a eu un accord de la place de Paris en juillet 2019, qui était un engagement des fédérations professionnelles, de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs, de réduire leurs expositions vis-à-vis des énergies fossiles et de mettre en place un plan de sortie du financement du charbon à l'horizon 2030. Et donc, ce qui a été demandé à la CPR et à l'autorité des marchés financiers, c'est de réaliser un rapport annuel sur le suivi des engagements. Donc, on a fait 2 publications, vous les trouvez sur le site des 2 institutions, dans lesquelles on mesure maintenant tous les ans à la fois les engagements qui sont pris par les compagnies d'assurance pour ce qui concerne la CPR et les banques. Donc ça peut être des engagements de type j'arrête le financement du charbon à l'horizon 2025, 2030, je réduis mes expositions, ou j'ai un alignement de mon portefeuille sur 2 degrés, ou je respecte l'accord de Paris, je ne sais quoi. Donc ça, on recense et on évalue les engagements, on regarde s'ils sont mordants, c'est-à-dire que certains peuvent prendre des engagements, mais s'il n'y a pas d'exposition, bon, c'est juste de la communication. Donc on regarde ça, on regarde comment c'est mis en place par les établissements, justement, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a des indicateurs, et puis après on mesure ces expositions. Alors pour le domaine de l'assurance, on procède à la fois par questionnaire, donc on demande aux établissements de nous dire quelles sont les expositions vis-à-vis des énergies fossiles. Et après, on utilise les données qu'on a sur les portefeuilles pour essayer de comparer les résultats. Donc, ce qu'on observe sur le secteur de l'assurance, c'est que l'exposition au secteur du charbon, donc en termes de financement, donc à l'actif, c'est quelque chose qui est très faible. C'est entre 0,6 et 0,9% des titres, donc c'est à peu près 15 milliards, ça dépend des mesures, en gros, donc c'est quelque chose qui est très faible dans le bilan et qui s'est réduit au cours du temps, puisqu'on a observé effectivement un désinvestissement du secteur de l'assurance vis-à-vis du charbon. Côté énergie fossile en général, en incluant le pétrole, le gaz, y compris non conventionnel, on est sur des ordres de grandeur qui sont aussi faibles, mais c'est le double dans l'actif. Par contre, ce qu'on n'arrive pas du tout à mesurer pour l'instant, c'est sur la partie engagement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que personne ne couvre Total, etc. Donc c'est quelque chose qui reste un non-dit, qui n'est pas bien mesuré, donc qui est quand même une source de risque.
Et si vous regardez les publications qui sont faites par la profession, par exemple ceux qui font des publications volontaires, il y a une initiative qui s'appelle TCFD, qui est une publication volontaire d'information. Vous trouverez très peu d'informations sur la partie engagement. Il y a pas mal d'informations sur l'actif. Il n'y a pas toujours les chiffres, on ne les trouve pas facilement, mais bon, en tout cas, voilà. Donc en gros, à l'actif, ça va, au passif, il faut voir. Mais en tout cas, il y a des efforts et une politique, effectivement, à la fois d'engagement actionnarial qui est conduit par les compagnies d'assurance, les groupes d'assurance, et puis de désinvestissement de certains secteurs comme le charbon. Ouais, il y a tout ce qui est net zéro asset owner, là, le fonds de réserve, par exemple, on est là-dedans aussi. Et effectivement, il y a des objectifs qui commencent à être affichés, qui ne sont pas homogènes, donc qui sont très compliqués pour vous à additionner. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir aussi des pratiques... la comparabilité des résultats, d'essayer de faire converger les méthodologies, les définitions, parce que quand on parle de charbon, on ne sait pas bien ce que c'est. Quand on parle de non conventionnel, il n'y a pas de définition. Même l'Arctique, Philippe parlait de zone géographique, mais quand on parle de l'Arctique, personne n'a la même définition. Donc l'idée, c'est d'essayer de converger pour avoir des mesures justement comparables. Alors, donc l'autre chose, c'est la CPR qui a mené de manière inédite des stress tests climatiques. Donc, quelles leçons peut-on en tirer ? En fait, donc c'est effectivement, c'était une initiative et quelque chose d'assez original. Donc, juste pour redonner peut-être quelques éléments de ces stress tests climatiques. Donc, c'est un exercice qui portait à la fois sur le secteur des banques et de l'assurance, et on a soumis les deux secteurs au même scénario. Ce qu'on voulait voir aussi, c'était un petit peu les interactions entre les secteurs. Donc, c'est un exercice qui était compliqué puisque ce à quoi on soumettait les établissements, c'était des scénarios climatiques qui étaient à l'horizon de 30 ans. Pour faciliter le travail, on n'a pas donné de variables climatiques en tant que telles, mais on a transformé ces variables climatiques en variables macroéconomiques et financières, qui sont les variables qui sont traditionnellement utilisées par les assureurs dans leurs stress tests pour les IOPA, par exemple. Et on a retenu le cadre méthodologique qui était à peu près celui-là. Et sur le risque physique, on a travaillé avec la CCR et puis AON pour prendre en compte en fait le scénario le plus pessimiste du GIEC, en disant qu'à cet horizon-là, c'est le scénario qui vaudrait. Une difficulté, et alors deux difficultés supplémentaires, c'est la granularité sectorielle, puisqu'on a demandé aux acteurs de prendre en compte la dimension sectorielle du risque physique, du risque de transition en particulier, sachant que tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière par la transition énergétique. On leur a demandé aussi de regarder, puisqu'on a pas mal de groupes internationaux, les expositions à l'international. Et puis après, en France, on a travaillé à un niveau granulaire, puisqu'on pouvait descendre au niveau des communes pour l'analyse de l'impact du risque physique. Alors, il y avait une portée méthodologique dans cet exercice. C'était aussi un exercice d'apprentissage pour nous et puis pour les institutions financières. Donc, ce qu'on apprend déjà, c'est une difficulté méthodologique qui est de travailler sur des scénarios longs, qui sont des scénarios plutôt macroéconomiques et financiers, et qui ne sont pas une approche traditionnelle de gestion du risque dans le secteur de l'assurance. On travaille plutôt avec des générateurs de scénarios à des horizons très courts. Là, on a des scénarios déterministes à 30 ans, sectoriels, avec des variables macro. Donc, c'est une première difficulté. Donc, ce qu'on a pu voir, en particulier du côté de l'assurance, qui est peut-être moins habitué à travailler sur ce type d'exercice que le secteur bancaire, c'est une grosse difficulté à aller plus loin que 5 ans. C'est-à-dire que l'exercice, il se décomposait en tranches de 5 ans, mais reprojeter à un horizon plus long, c'était compliqué. La deuxième difficulté, c'est de bien intégrer le risque de marché. Souvent, les gestionnaires de portefeuille travaillent avec des stratégies qui sont définies à l'horizon d'1 an. Donc, leur demander de réfléchir à l'évolution du portefeuille à un horizon plus long, c'est très compliqué. Donc, on a surtout travaillé en termes de sensibilité, en disant, voilà, si vous avez un tel choc sur votre actif, combien ça fait de pertes.
Sur le risque physique, la difficulté, je pense, qui a été rencontrée par les établissements, enfin, ou l'insatisfaction qu'on a eue, c'est que dans la projection qui a été faite, il y a peut-être une difficulté qui est de réfléchir sur la notion d'assurabilité. C'est-à-dire que ce que montre l'exercice, c'est que même si la France est globalement moyennement impactée par le changement climatique par rapport à d'autres pays, il y a quand même des chocs qui sont forts en termes de sécheresse ou d'inondation. Et le coût, d'après l'exercice, dans certains départements de la sinistralité, ça peut être multiplié par 5 ou 6. Et donc la réponse de la plupart des assureurs, c'est de dire en fait, il n'y a pas de problème puisqu'on peut le faire en augmentant les tarifs. Sauf que du coup, ça pose quand même une question d'assurabilité. Alors, du point de vue de l'assureur, puisqu'on a des phénomènes dont le coût et la fréquence augmentent, donc c'est pas évident de poursuivre l'assurance. Alors en particulier dans les territoires d'outre-mer où on avait un risque cyclonique là, qui faisait exploser les métriques. Alors, on constate déjà aujourd'hui que tout n'est pas assurable et tout n'est pas assuré. Et d'autre part, il y a le comportement des assurés. Il n'est pas évident qu'en augmentant les tarifs, ça n'induise pas des changements de comportement des assurés. Dans l'exercice, la hausse qui était supposée couvrir l'augmentation de la sinistralité, ça correspondait à une augmentation moyenne des primes de 4% par an, ce qui paraît très élevé. Alors, ce qui paraissait très élevé dans le contexte antérieur d'inflation, qui était inférieur à 1%, et en regardant l'évolution des primes qui augmentaient, bon an, mal an, de 1 à 2%, mais 4%, c'est un autre ordre de grandeur. Donc c'est un des aspects sur lesquels il y a encore, je pense, du travail à faire. Et puis l'exercice, alors comme Pierre est là, je voulais le remercier aussi, c'est un des seuls exercices qui existent aujourd'hui qui, dans la dimension physique, intègre le risque santé, à la fois via les pandémies et l'augmentation aussi des maladies qui peuvent être liées au réchauffement et à la pollution de l'air. Donc ça, c'est des domaines aussi sur lesquels on souhaite continuer de travailler. Merci Laurent. Pierre, je crois que toi, tu as contribué notamment à cet exercice, mais je crois que tu voulais nous parler un peu, continuer à nous parler de comment on construit des scénarios. Oui, je vais continuer en enchaînant là-dessus, parce que c'est vrai qu'en fait, au sein de la commission, l'idée, je parle surtout de mon rôle dans la commission ici, c'est déjà de se dire que les scénarios qu'on va construire, de toute façon, de vous à moi, les scénarios sont toujours tous faux, il n'y a pas de problème. Mettre une probabilité dessus, ça n'a aucun sens, parce que tout simplement, on est dans la pure incertitude, et en fait, vouloir mettre une probabilité, ça voudrait dire qu'on arrive quand même à avoir une perception de la diffusion qui est de l'utopie. Mais par contre, ce qui se passe, c'est quand on veut se faire quand je repars sur le sujet des objectifs qu'on va se poser, la question, c'est que si on veut se poser pour un assureur de se dire, par exemple, sur les phénomènes climatiques, comment ça va évoluer, comment ça va dévier, ça veut dire que déjà, il faut être équipé pour être capable de se dire, mon bilan, cette année, il est à ça, dans 30 ans, mon bilan, il va y avoir cette structure-là. Et donc cette structure-là, c'est en termes de couverture du risque du Vaucluse, par exemple, quand on est en France, du risque sur les DROM, du risque, etc., etc. Et en fait, ce genre d'anticipation à 50 ans sur son bilan, de par les mécanismes de compétition, d'évolution des produits, d'évolution des garanties d'environnement, on est obligé de prendre beaucoup d'hypothèses et en fait de s'équiper avec des outils qui ne sont pas du tout la pratique actuelle des modèles actuariels. Parce que pour l'instant, depuis quelques années, on a quand même tous été biberonnés à du S1 puis du S2 avec des modèles qui sont plutôt de court terme au sens, on essaye de mesurer des choses relativement précisément sur un horizon de 3-5 ans. Mais par contre, en fait, de là à anticiper ce qui va se passer sur 20-30 ans, c'est très compliqué. Et surtout, en fait, comment dire, il y a une question de légitimité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de nos réflexions, et donc c'est très compliqué de se dire est-ce que je suis légitime quand je me dis qu'on va avoir quelque chose d'équivalent ou pas, un certain niveau d'équilibre de marge technique et de marge de souscription dans 30 ans sur telle ou telle garantie. Tout ça, c'est des questions qui sont très compliquées. Et donc à partir de là, quand on va construire un scénario, en fait, il va falloir déjà
construire le scénario central de l'objectif, qui est de se dire, dans 50 ans, je vais être, a priori, au doigt mouillé, à ce niveau-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a une série d'hypothèses qui sont très, 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 très fortes, au sens de nos formations actuaires, à prendre, et qu'il faut être capable, pas forcément de porter et de justifier intégralement, parce que ça nécessite une expertise importante, mais qu'il faut être capable de faire accepter un minimum comme étant une vision du monde qui servirait de référence. Et après, à partir de là, en fait, on découle la déviation et donc anticiper ce qui pourrait se passer. Et donc, pareillement, si on veut un scénario qui, indépendamment de sa probabilité, qui est compliqué, mais qui est indiscutable, entre guillemets, il faut arriver à trouver des phénomènes qui sont durs, qui ne vont pas s'auto-réguler, se gérer juste en augmentant les tarifs ou juste en mettant des ventilateurs chez les personnes âgées. Et donc, à partir de là, c'est pour ça que quand on construit des scénarios, là, je vais plutôt aller sur mes domaines d'expertise à mon de technique, qui vont être, on va se baser sur des phénomènes qui vont être durs à gérer, comme la pollution, et où en fait on a des éléments de preuve avérés. Quand on prend les données open data des prestations médicales journalières, on observe bien que dans les grandes agglomérations, quand il y a des vagues de canicule, des bulles d'ozone, etc., il y a une augmentation des consultations, des urgences et de certaines prestations médicales. Donc, avec la répétition des exercices, des phases de canicule et de bulles d'ozone temporaires, il y a de plus en plus d'éléments de relation qui se disent que oui, effectivement, il y a bien une relation entre les épisodes de canicule en milieu urbain et une surconsommation médicale et autres, et de mortalité divers liés à ces phénomènes. Donc à partir de là a émergé, par exemple, la construction d'un scénario pour l'exercice de la CPR qui soit de ce type-là. Et donc en fait, quand on construit des scénarios, ou quand on pense à la construction de scénario, on ne va pas promouvoir d'être inattaquable d'un point de vue théorique, d'être inattaquable d'un point de vue scénario au sens habituel de S2 avec une documentation technique fournie, mais ça va plutôt être de proposer une vision du monde qui est une déviation significative et potentiellement menaçante sur des choses qui sont indiscutables, difficiles à contester. Voilà. Et à partir de là, l'idée, c'est qu'on va proposer toujours de se baser sur des phénomènes physiques, donc que ce soit la pollution, les tempêtes, et à partir de là, de mesurer une augmentation de fréquence, de sinistralité, d'événements, et après de traduire ça progressivement en métriques assurées. Donc, ce que ça veut dire, des prestations médicales, des indemnisations liées à des sinistres de catastrophes naturelles, etc., etc. Voilà. Merci Pierre. Alors Catherine, tout à l'heure, tu nous as parlé du questionnaire adressé aux actuaires sur la durabilité. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui nous permet d'apprendre et puis d'envisager pour la suite ? Avec plaisir. Donc effectivement, l'année dernière, c'était en octobre-novembre 2021, on a lancé le questionnaire Actuariat et durabilité. Alors on était assez contents parce qu'on a eu à peu près 200 réponses. Alors ça peut paraître faible comme ça, mais c'est quand même assez intéressant. Et surtout, on avait une belle représentativité des répondants par rapport à la structure, les différents types d'actuaires qui représentent aujourd'hui l'ensemble de la communauté. Et effectivement, ce questionnaire avait plusieurs objectifs. Alors, je ne vais pas vous passer toutes les questions, même si on l'avait voulu assez court pour avoir un maximum de réponses, mais peut-être déjà répondre aux questions qu'on avait posées sur la vision prospective de l'évolution du métier de l'actuariat, des pratiques actuarielles, parce que ça nous semblait important déjà de commencer par prendre une première photo avant de pouvoir mesurer des évolutions possibles. Donc on avait déjà posé une question assez claire sur l'existant aujourd'hui aux actuaires, sur quel est le temps aujourd'hui qui est alloué dans vos travaux au sujet climatique, ESG, durabilité. On était assez large dans la définition pour ne pas risquer d'avoir des réponses qui soient réduites à une seule de ces définitions, mais pour essayer de capter au maximum le périmètre d'étude. Et donc là, le résultat qu'on a obtenu, donc les quelques chiffres que je vais vous donner, donc bien entendu, il ne faut pas les transposer à l'ensemble de la communauté actuarielle, mais uniquement des 200 répondants qui ont répondu, même si ça donne une photo intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 43%
à peu près, 43% d'actuaires qui déclarent qu'aujourd'hui, ils n'abordent pas du tout ces sujets dans leur pratique quotidienne. Et par contre, on a 8% des actuaires qui, eux, déclarent à l'inverse passer plus de la moitié de leur temps sur ces sujets. Donc on a quand même des écarts et des variations assez importantes. Donc ça c'est pour la photo, c'est pour l'existant aujourd'hui. On avait posé une deuxième question, cette fois-ci pour essayer de voir comment les actuaires se projetaient, c'est-à-dire d'ici 5 ans, est-ce que vous pensez, et si oui, selon quel volume, que ces sujets risquent de prendre de place dans vos pratiques. Et donc là, on a été très surpris en fait, par les résultats, puisqu'on a eu presque 100% des répondants qui ont répondu « Oui, effectivement, on anticipe une augmentation très forte de ces sujets dans nos travaux. Au minimum, pour 100% des déclarants, c'était 15% minimum du temps. Et là, cette fois-ci, la proportion de répondants pour lesquels plus de 50% du temps était consacré à ces sujets-là n'était plus de 8%, mais de 30%. Donc, on constate effectivement qu'on a une progression à l'espace de 5 ans anticipée, bien entendu, mais qui est vraiment extrêmement forte. Donc ça, effectivement, ça fait assez écho aussi avec la feuille de route du Sustainable Insurance Forum dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai que je m'excuse, je n'ai peut-être pas redéfini le terme, mais peut-être que Laurent le ferait bien mieux que moi, qui est en fait un réseau mondial des superviseurs et régulateurs du secteur de l'assurance qui travaille sur l'intégration des risques de durabilité pour le secteur. Et c'est intéressant de noter que dans l'ensemble des travaux qu'ils ont identifiés dans leur feuille de route, figure assez clairement l'évolution des processus et procédures actuarielles. Voilà. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et effectivement, en France, on ne peut pas considérer qu'on va échapper aussi à ces évolutions-là. On peut aussi dire que l'Institut est aussi attaché et attentif à la diffusion aussi d'informations. Et puis l'année dernière, on a conduit différents webinaires. Et c'est aussi intéressant de voir l'adhésion et le taux de participation qu'on a eu à ces webinaires. L'année dernière, quand on a commencé en janvier 2021 à faire déjà un premier état des lieux, un panorama de l'information extra-financière, ou commencer à poser des premières définitions sur les ODD et autres informations, on va dire, socle de base en matière de RSE, on avait à peu près plus d'une centaine d'actuaires qui étaient connectés. Et plus récemment, au mois de mars dernier, alors certes le sujet était un peu différent, mais quand même on est toujours dans le registre de la durabilité. Lors du webinaire sur les risques climatiques et de durabilité, là cette fois-ci on a eu plus de 300 actuaires qui se sont connectés de manière prolongée, du début jusqu'à la fin. Donc ce qui montre aussi à la fois l'intérêt, que ce soit une pratique intégrée aujourd'hui, mais aussi sur les perspectives d'intégration dans les pratiques. Alors dans notre questionnaire, on ne voulait pas s'arrêter là, on voulait aussi creuser et aller un petit peu plus loin pour identifier les sujets sur lesquels les actuaires anticipaient avoir davantage d'investissement ou de prise en compte de ces sujets. Assez logiquement, et ça vous surprendra probablement pas, ce qui est arrivé en tête, c'est la méthodologie, l'évaluation, la projection des impacts de risques climatiques et de durabilité, même si la durabilité c'est bien entendu plus complexe parce que bien plus large. Donc d'abord, ce sujet méthodologique est vraiment le sujet numéro 1 qui est revenu dans les réponses. Et ensuite, en corollaire, on a tout ce qui est indicateur, forcément, avec quels sont les bons indicateurs à choisir, sont-ils disponibles, dispose-t-on des données, sont-elles fiables pour pouvoir les constituer et suivre ces indicateurs de manière rapide. On sait que c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Quand on regarde, par exemple, que ce soit les instituts australiens ou américains ou canadiens qui ont créé, par exemple, des indices climatiques, l'indice australien, moi je le veille, je regarde assez régulièrement pour voir s'ils ont réussi à sortir leur indice sur l'assurance de personnes. C'est beaucoup plus compliqué et pour l'instant il n'était toujours pas sorti. Donc le sujet des indicateurs est vraiment un sujet très important et emporte avec lui tous les enjeux de données, avec la mesure des impacts financiers, traduire de manière financière tous les impacts de l'ensemble de ces risques est particulièrement compliqué. Le sujet de données revient aussi de manière assez régulière. Mais pas que, puisqu'on a aussi des actuaires qui anticipent de travailler davantage sur les produits, sur le développement, sur la révision, la conception et la tarification, qui est aussi un autre enjeu particulièrement complexe. Et puis on a aussi d'autres sujets qui sont revenus peut-être de manière un peu moins nombreuse, mais qui sont quand même assez nouveaux, qui vont tourner autour de la valeur. Alors la valeur, c'est un sujet toujours bien compliqué, bien large.
On aurait vraiment beaucoup de temps pour en parler. Mais là, on a eu des personnes qui nous ont parlé de mesures de la valeur, et pas uniquement la valeur financière, bien entendu, qui occupe beaucoup de nos journées aujourd'hui, mais de comment on peut valoriser les enjeux, les empreintes, que ce soit inside in ou inside out, c'est-à-dire sur les enjeux sociaux et environnementaux, on a d'autres valeurs à pouvoir mesurer. Donc les actuaires attendent et anticipent d'être davantage partie prenante sur l'établissement de ces valeurs. Et puis, quand on parle de valeurs, on va aussi parler de comptabilité multicapitaux, et on a eu quelques répondants qui nous ont effectivement parlé d'études sur ce sujet. Et puis, bien entendu, les sujets de reporting extra-financier également. Donc, on voit, on a une palette assez large quand même de sujets qui vont concerner les actuaires. Et donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, l'Institut est particulièrement sensible à accompagner l'ensemble de ses membres dans la transition aussi, la transition des pratiques actuarielles. Et on a identifié donc de manière assez rapide d'établir en fait un guide, pardonnez-moi pour le terme qui n'est pas encore bien marketé, mais un guide réglementaire durabilité dont on a la forte ambition de le produire pour le congrès au mois de juin. Et qui va répondre à ce premier objectif de donner finalement un socle d'information à l'ensemble de la communauté, puisqu'on a, on l'a dit tout à l'heure, énormément de réglementations, et si on a certains actuaires qui sont déjà au fait, par exemple, de tous les textes en matière de finances durables, c'est peut-être pas forcément le cas de tous. Or, il faut quand même bien comprendre que l'ensemble de cette réglementation est complètement imbriquée, et les architectures, en fait, sont complètement mélangées. Voilà, il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas assujetti à la CFDR, ça ne nous regarde pas, on n'est pas concerné. Et en fait, non, on a des communications un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est particulièrement important que l'ensemble des actuaires aient un minimum de connaissances sur une liste de sujets. Alors, on aura bien entendu à l'intérieur CFDR, taxonomie, article 29, benchmark, MIFID 2, mais aussi des sujets qui, même si aujourd'hui ne sont pas complètement aboutis, la révision S2, qu'est-ce que ça implique pour les ORSA, et puis des PEF, CSRD, ISSB. Donc on est un peu ambitieux, mais ce sera déjà une première brique qui posera déjà des premiers éléments de synthèse disponibles à tous prochainement. Merci, mais je pense que ce sera vraiment très utile d'avoir un peu un cadre pour... parce qu'effectivement, chaque fois qu'on rentre dans les sujets, on a l'impression d'être dans un détail et de garder une vision holistique, c'est important. Tu peux nous dire un mot de comment les travaux s'inscrivent dans le contexte international ? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, donc on sait bien qu'on est sur des sujets qui dépassent la sphère nationale, bien entendu, et on est assez vigilant et attentif déjà, d'une part, à ce qui est fait par l'ensemble, alors peut-être pas l'ensemble, mais au moins certaines associations d'actuaires dans le monde. Donc je parlais tout à l'heure de l'association des actuaires australienne. Voilà, on a regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils sont quand même aux premières loges, on va dire, des changements climatiques. Donc ils ont des gros enjeux à faire face. On a aussi regardé ce que faisaient nos voisins outre-Manche et aussi outre-Atlantique, les Canadiens, les Américains. On a aussi regardé les actuaires allemands, ce qu'ils produisent comme travaux. Donc tout ça nous a aussi été assez inspirant, du coup, dans les travaux, les feuilles de route qu'on construit aussi en termes de plan d'action au niveau de l'Institut. Et puis, plus globalement, on est aussi acteur, puisqu'on participe aux travaux qui peuvent être conduits, notamment par l'Association des actuaires internationales. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas en tête, mais ils ont créé en fait une task force climat il y a quelques années. Ils ont commencé par émettre des premiers papiers déjà de vulgarisation sur le changement climatique. Qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fait pour les actuaires et les assureurs. Et donc l'année dernière, on avait participé à apporter quelques commentaires à un papier sur des scénarios induits par le changement climatique, pour essayer d'apporter aussi des petites touches sur la vision des Européens, puisque forcément on avait déjà l'expérience de l'exercice pilote climat qui était assez novateur et dont il nous paraissait important qu'on puisse apporter une lecture au niveau international. Et puis là, en ce moment, on est en train de participer à l'édition du 5e papier
qui va porter sur la transparence et la publication d'informations en matière de risques climatiques, que ce soit par la voie en fait, de contraintes ou de régulations à travers le monde, ou de manière volontaire, des initiatives privées, individuelles ou de secteurs. Et donc la publication aujourd'hui est en cours de validation et est attendue à peu près courant du mois de juin. Donc voilà, on a aussi des représentants qui participent à ces travaux de place au niveau international. Et on est aussi attentif aux travaux de l'AAE au niveau européen qui a aussi de son côté mis dans son plan stratégique l'étude des risques climatiques et de durabilité. Merci. Philippe, alors du coup, quelle perspective pour l'Institut ? Alors, donc mon rôle n'est pas de remplir les différents éléments techniques sur lesquels mes voisins sont hautement plus disers. Le rôle de l'Institut en tant qu'organisation, c'est d'être sûr que toute cette démarche est correctement accompagnée et correctement aidée. Et que derrière, on remplisse le rôle qui est le nôtre en termes d'utilité publique. Alors, ça comprend plusieurs points. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de ce que faisaient les formations. Pour être sûr que l'on est dans une bonne continuité et que chacun d'entre nous intègre les différents éléments de la durabilité, il faut qu'on ait des points obligatoires qui soient les points obligatoires de contact de l'Institut avec ses membres qui portent aussi ce sujet. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la formation initiale. On va travailler dessus pour organiser un point de rencontre au moment de la qualification, qui est un deuxième point important qui se passe au bout de 3 ans d'exercice professionnel. Et il y a un troisième moment de rencontre qui est celui des points PPC, et de vérifier que dans les formations qui sont délivrées à l'ensemble des membres de l'Institut, on ait suffisamment de formations qui touchent à la durabilité. L'optique n'est pas automatique, et pas demandée à cette date, parce que de toute façon, on est incapable de le suivre à date d'aujourd'hui, aux membres d'avoir un nombre de points PPC qui correspondent à des actions de durabilité. J'en profite sur ce sujet, dire que dans les actions PPC, il y a l'accompagnement et la participation au groupe de travail qui est particulièrement enrichissant pour votre quota de points PPC, mais aussi pour toute la connaissance du sujet. En complément de tout ça, il y a une bonne question, et là je pense que mes voisins ne me démentiront pas. Dans les opérations de protection sur le réchauffement climatique et en particulier le CO2, il y a les actes de tous les jours qui sont à prendre en compte. Et une des options que l'on aimerait développer, c'est être capable de mesurer l'action d'un actuaire sur le CO2. Et c'est un sujet que vous pouvez mesurer par l'utilisation de vos données, l'utilisation des puissances de calcul. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce sujet dans un autre contexte, mais il s'agit ici de parler de frugalité dans l'usage des données, d'usage de l'intelligence artificielle, ou en tout cas son usage à bon escient. C'est déjà une bonne action. On ne fait pas tourner des données sans objectif, mais vous retrouverez ça dans d'autres principes. Sur d'autres axes, et Laurent en a parlé, il faut faire attention que l'on maintienne un cadre, et c'est ce sur quoi moi je suis particulièrement vigilant, à ce que la capacité de mutualisation puisse être au minimum maintenue, de préférence augmentée, et en particulier sur ces sujets de réchauffement climatique, et de vérifier qu'on ne prenne pas des mesures qui soient contre-productives sur ce genre de sujet. Et en complément de ce qu'a dit Pierre, tous ces sujets méritent que derrière, dans les travaux de recherche qui sont faits par nos filières, dans les travaux de recherche qui sont lancés dans des filières amies, on consacre suffisamment de temps aux travaux de durabilité. En tout cas, moi, c'est un sujet auquel je veille
pour qu'on puisse enrichir de savoir-faire fondamentaux ce qui est le savoir-faire appliqué que l'on met tous en œuvre. Et si vous m'autoriserez, je continuerai sur un petit point d'actualité générale. Sachez que l'Institut, dans l'année qui s'est écoulée, a été sollicité 2 fois. Pierre était avec moi lors d'une des 2, sur l'explicabilité sur les modèles et sur les événements à caractère systémique. La pensée derrière ce titre, bien entendu, les événements naturels étaient au centre du débat. Je sais que la CPR a contribué aux mêmes colloques, aux mêmes auditions que nous à un autre moment. Mais je vais reprendre quelques-uns des points. Il y a la question de l'évolution des modèles qui a intéressé l'Assemblée nationale et dans la capacité de prédictibilité. Allant même jusqu'à un moment nous demander, vous verrez ça sur le site de l'Assemblée nationale, si on était capable de prévoir la prochaine inondation de la vallée de la Roya, terriblement connue. Donc le sujet du risque systémique qu'entraîne la durabilité est clairement un sujet politique, mais c'est aussi, j'espère que vous en êtes convaincus, le sujet de chacun d'entre nous, dans l'exercice de notre métier, à plusieurs titres, celui de la façon dont on le fait, mais celui de l'apport aux autres membres de la communauté. C'est un petit peu ce que je voulais dire sur l'action de l'Institut en termes d'organisation et pas en termes de l'action des commissions techniques qui, elle, est particulièrement vaste. Et je tiens à remercier les participants aux différentes commissions qui contribuent à ces travaux. Et ceux que je ne remercie pas, je les invite à venir pour être remerciés par la même voie. Merci, c'est bien le système des incitations, ça fonctionne, c'est un bon système, notamment quand on parle de transition écologique. Alors, ça va être le temps. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos interventions. On va pouvoir prendre quelques questions. On a dépassé l'heure théorique, mais pas l'heure adaptée. Voilà, on s'adapte, on est agile. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Philippe. Philippe, forcément, quand on manque de questions, on peut compter sur Philippe. C'est pas cela. Nous sommes tous, au fond, à aborder le sujet, j'allais dire, un peu par la face nord de la guerre, c'est-à-dire qu'on se pose la question, quelle serait la conséquence d'un univers à 2 degrés, 3 degrés en plus, etc., en termes de maladies. Et j'ai l'impression que c'est l'un de nos domaines où nous avons, c'est ce que vous disiez, monsieur, le plus d'incertitude. C'est pas un domaine d'une grande facilité. Et je me demande si on se rend pas à la tâche très difficile. J'ai le souvenir de mes études, on nous faisait distinguer, je pense, Laurent, que tu as fait comme moi, l'indice de la paire et l'indice de Pache. Et ce qui reste stable et ce qui n'est pas stable change, on change de pied. Et on pourrait poser la question un petit peu différemment aussi pour se dire, c'est quoi le coût du changement climatique ? C'est-à-dire, j'inverse à ce moment la question, je me dis, je ne suis plus dans un univers à 2 degrés, en plus,